Je suis entré dans la grande salle à manger de mon grand-père, m'attendant à notre célébration habituelle de Thanksgiving, mais je me suis retrouvé face à la trahison la plus dévastatrice de ma vie. Ma sœur Amanda se tenait à côté de la table en acajou où notre famille s'était réunie pendant des décennies, serrant une pile de documents juridiques comme des armes. Dès qu'elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés d'une malice calculée. « Cyrus, annonça-t-elle à nos 20 parents rassemblés, tu dois me céder l'acte de propriété du domaine de 8,8 millions de dollars, tout de suite. » Je la regardais, en état de choc complet, incapable de comprendre ce que j'entendais. Quand j'ai balbutié que je ne ferais rien de tel, ma mère Sarah s'est levée de sa chaise et m'a giflé violemment au visage devant tout le monde. La brûlure de la main de ma mère sur ma joue était moins cuisante que l'humiliation d'être frappé devant toute notre famille élargie. Tante, oncle et cousins qui me connaissaient depuis l'enfance me regardaient maintenant comme si j'étais une sorte de criminel dangereux. La salle à manger qui m'avait toujours semblé chaleureuse et accueillante paraissait soudain froide et hostile. La voix d'Amanda trancha le silence stupéfait avec une précision chirurgicale. « Mère a enfin réalisé ce que j'essaie de lui dire depuis des mois, dit-elle en agitant les documents avec un flair théâtral. Cyrus est mentalement instable et complètement inapte à gérer le patrimoine de grand-père. » Elle sortit ce qui semblait être des rapports médicaux et les étala sur la surface polie de la table. Ces évaluations psychiatriques montrent clairement qu'il souffre d'un trouble bipolaire sévère et qu'il a pris des décisions financières de plus en plus erratiques. Ma mâchoire tomba en regardant des papiers qui contenaient supposément mes informations médicales. Je n'avais jamais vu de psychiatre de ma vie. Pourtant, voici des documents affirmant que j'avais été diagnostiqué avec de multiples troubles de santé mentale au cours des derniers mois. La lettre avait l'air officielle, avec des signatures de médecins et des tampons de clinique. Le visage de ma mère, taché de larmes, se crispa dans ce qui semblait être une véritable angoisse. « Je suis tellement désolé, mon chéri, murmura-t-elle en tendant vers moi des doigts tremblants. Mais Amanda a raison. Tu as agi si étrangement ces derniers temps, oubliant des conversations, faisant des déclarations folles sur l'argent. Je ne peux pas risquer que tu détruises tout ce pourquoi ton grand-père a travaillé si dur. » L'oncle Robert, le frère cadet de mon père, s'agita mal à l'aise sur sa chaise. Ses mains burinées serraient sa tasse de café si fort que je pensais qu'elle pourrait se briser. Il croisa mon regard un instant et secoua la tête de manière presque imperceptible avant de détourner les yeux. Quelque chose dans son expression suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le disait. Les preuves médicales sont accablantes, poursuivit Amanda, sa voix gagnant en force alors qu'elle sentait l'acceptation croissante de sa version des faits par la famille. Le docteur Harrison du centre psychiatrique de Riverside traite Cyrus depuis 8 mois maintenant. Son état s'est considérablement détérioré et il parle d'utiliser l'argent de l'héritage pour des projets d'investissement de plus en plus bizarres. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Amanda, de quoi parles-tu? Je ne suis jamais allé dans un centre psychiatrique. Je ne connais même pas de docteur Harrison. Ces documents sont complètement fabriqués. Tante Patricia, la sœur de ma mère, se leva de sa place près de la cheminée. Son comportement habituellement doit été remplacé par quelque chose de plus dur et de plus suspicieux. Cyrus, mon chéri, le déni est un symptôme classique de ta condition. La famille doit se protéger de ton mauvais jugement. Amanda nous a montré des relevés bancaires prouvant que tu as déjà essayé d'accéder au fonds de la succession de manière inappropriée. D'autres papiers apparurent sur la table, montrant ce qui ressemblait à des tentatives de virement bancaire et à des activités financières suspectes liées à des comptes portant mon nom. La documentation semblait légitime, avec des logos de banque et des tampons officiels. J'ai reconnu ma signature sur plusieurs formulaires, bien que je n'ai aucun souvenir de les avoir signés. L'avocat de la famille, Benjamin Walsh, était assis tranquillement dans un coin, observant tout avec une expression indéchiffrable. C'était un homme mince d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants qui semblaient ne rien manquer. Je m'attendais à ce qu'il défende mes intérêts en tant que principal bénéficiaire de la succession, mais il est resté silencieux, prenant occasionnellement des notes dans un portefeuille en cuir. Mon jeune cousin Jake, qui avait à peine 21 ans, avait sorti son téléphone et enregistrait tout. C'est juste pour la documentation familiale, expliqua-t-il quand je remarquai la caméra pointée dans ma direction. Amanda a suggéré que nous devrions garder une trace des événements de ce soir à des fins légales. La suggestion que ma propre famille était en train de monter un dossier contre moi me glaça le sang. Ce n'étaient pas des étrangers qui essayaient de me voler. C'étaient des gens qui avaient célébré mes anniversaires, assisté à ma remise de diplôme et m'avaient soutenu dans les moments difficiles. Maintenant,
Il me traitait comme si j'étais mentalement incompétent et dangereux. Amanda sentit l'élan tourner en sa faveur et profita de son avantage. Si Cyrus refuse de signer ses papiers volontairement, je suis prête à le faire interner pour une évaluation psychiatrique. Le docteur Harrison a déjà signé les formulaires nécessaires pour un internement involontaire. Nous pouvons le faire emmener dans un établissement sécurisé ce soir si nécessaire. La menace me frappa comme un coup physique. Ma sœur parlait de me faire enfermer dans un hôpital psychiatrique sur la base de rapports médicaux falsifiés. La manière désinvolte dont elle discutait de la destruction de ma liberté me fit réaliser à quel point elle avait minutieusement planifié cette agression contre ma vie. Plusieurs parents qui avaient initialement semblé mal à l'aise avec la confrontation hochaient maintenant la tête en accord avec la position d'Amanda. Les fausses preuves médicales étaient convaincantes, et mes protestations commençaient à sonner exactement comme le déni que tante Patricia avait décrit comme un symptôme de maladie mentale. L'oncle Robert prit enfin la parole, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Peut-être devrions-nous ralentir un peu. Tout cela se passe très vite, et Cyrus mérite une chance de répondre correctement à ces allégations. Les yeux d'Amanda brillèrent de colère au premier signe de résistance à son plan. Oncle Robert, avec tout le respect que je vous dois, Cyrus a eu des mois pour se faire aider pour sa condition. Au lieu de cela, il a caché sa maladie et mis en danger la sécurité financière de toute la famille. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Elle se tourna pour s'adresser à toute la pièce avec l'assurance de quelqu'un qui savait qu'elle avait toutes les cartes en main. J'ai consulté des experts juridiques sur la meilleure façon de gérer cette situation. Si Cyrus ne signe pas ses documents de transfert avant minuit ce soir, je n'aurai d'autre choix que d'engager une procédure d'urgence pour le faire déclarer mentalement incompétent. Le tribunal nommera un tuteur pour gérer la succession, et ce processus pourrait prendre des années et coûter des centaines de milliers de dollars en frais de justice. L'échéance me semblait être une épée suspendue au-dessus de ma tête. J'étais coincé dans un coin, sans allié et sans moyen clair de prouver mon innocence. Les preuves contre moi semblaient convaincantes, et ma famille croyait clairement à la version des faits d'Amanda. Même ma propre mère s'était retournée contre moi, se basant sur les mensonges que ma sœur lui avait racontés pendant des mois. Benjamin Walsh ferma son portefeuille et regarda directement Amanda pour la première fois de la soirée. Son expression était complètement neutre, mais quelque chose dans l'intensité de son regard me fit me demander ce qu'il pensait réellement de toute cette situation. J'avais besoin d'espace pour réfléchir clairement, alors je me suis excusé de la salle à manger et me suis retiré dans le bureau de mon grand-père. L'odeur familière de vieux cuir et de tabac à pipe m'apportait généralement du réconfort, mais ce soir, elle ne me rappelait que tout ce que j'étais sur le point de perdre. Les murs étaient tapissés de livres que mon grand-père avait collectionnés pendant 70 ans, et son immense bureau en chêne contenait encore le stylo-plume qu'il utilisait pour signer les documents importants. Assis dans son fauteuil en cuir usé, essayant de digérer le cauchemar qui se déroulait autour de moi, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Derrière une section de la bibliothèque consacrée à l'histoire américaine, il y avait un espace entre deux volumes qui révélait ce qui ressemblait à un coffre-fort caché encastré dans le mur. Mon grand-père avait été méticuleux en matière de sécurité, mais il n'avait jamais mentionné de compartiment dissimulé dans son bureau. La serrure à combinaison du coffre-fort semblait être un ancien modèle mécanique avec des chiffres usés par des décennies d'utilisation. Sur une impulsion désespérée, j'ai essayé la date de naissance de mon grand-père. Rien. J'ai essayé la date de naissance de ma grand-mère. Toujours rien. Puis je me suis souvenu de quelque chose qu'il m'avait dit des années auparavant sur l'importance de l'histoire familiale. J'ai entré l'année où notre famille était arrivée pour la première fois en Amérique, et la lourde porte s'est ouverte avec un déclic. À l'intérieur du compartiment exigu, j'ai trouvé une enveloppe manie marquée de mon nom avec l'écriture distinctive de mon grand-père. L'enveloppe contenait une lettre datée d'exactement une semaine avant sa mort, ainsi que plusieurs autres documents qui allaient changer tout ce que je pensais savoir sur ma famille. La lettre commençait par des mots qui firent trembler mes mains. Mon cher Cyrus, si tu lis ceci, c'est qu'Amanda a commencé son assaut final contre l'intégrité de notre famille, exactement comme je l'avais prédit. L'écriture soignée de mon grand-père continuait, je connais la vraie nature de ta sœur depuis de nombreuses années, mais je manquais de preuves suffisantes pour agir jusqu'à récemment. Il y a 3 mois, j'ai engagé un détective privé nommé Marcus Chen pour documenter ses activités. Ce qu'il a découvert te choquera, mais cela te donnera aussi les armes dont tu as besoin pour te protéger et protéger notre famille de ces manipulations. Le document suivant était un rapport d'enquête complet qui détaillait l'implication d'Amanda dans l'effondrement de l'entreprise de notre père 5 ans plus tôt. Selon les conclusions du détective privé,
Amanda avait systématiquement saboté l'entreprise de construction de papa en divulguant des informations confidentielles sur les offres à des entrepreneurs concurrents. Elle avait accès à ces dossiers grâce à son poste d'assistante administrative et elle a utilisé cet accès pour s'assurer qu'ils perdent tous les contrats importants pendant 8 mois. Les dossiers financiers étaient dévastateurs. Amanda avait secrètement contracté des prêts contre l'entreprise en utilisant des documents falsifiés et son accès au compte de papa. Lorsque ces prêts sont entrés en défaut de paiement, ils ont déclenché une cascade de problèmes financiers qui ont finalement détruit l'entreprise que papa avait mis 20 ans à construire. L'enquêteur avait documenté des appels téléphoniques entre Amanda et des représentants de firmes de construction rivales. Les transcriptions montraient qu'elle fournissait des informations détaillées sur les stratégies de prix de papa, les coûts des matériaux et les délais des projets. En échange, elle recevait des paiements en espèces qu'elle déposait sur des comptes secrets sous de faux noms. La découverte la plus déchirante était le lien entre le sabotage d'Amanda et la crise cardiaque mortelle de notre père. Le stress de la perte de son entreprise, combiné à la honte de la faillite et à l'impact sur la réputation de notre famille, l'avait littéralement tué. Amanda n'avait pas seulement volé de l'argent. Elle avait assassiné notre père par une torture psychologique calculée. Mais le rapport d'enquête révélait des informations encore plus troublantes. Amanda détournait de l'argent du fonds de la maison de retraite de notre grand-mère depuis plus de 2 ans. Tout en prétendant qu'elle ne pouvait pas se permettre de contribuer aux soins de grand-mère, elle avait en fait prélevé de l'argent sur le compte et le dépensait en vacances de luxe, en vêtements chers et dans un appartement secret au centre-ville de Hartford. Des photos dans le dossier montraient Amanda dans des restaurants exclusifs, portant des bijoux de créateurs et conduisant une BMW qu'elle avait soi-disant louée avec de l'argent emprunté à des amis. Le contraste entre sa prétendue pauvreté et son style de vie réel était frappant et indéniable. La lettre de mon grand-père continuait, les rapports psychiatriques qu'elle a montrés à ta mère sont complètement fabriqués. Le docteur Harrison est un médecin corrompu qui a été payé pour créer de faux dossiers médicaux pour les combines d'Amanda. Elle a utilisé des tactiques similaires contre d'autres familles riches du Connecticut et du Massachusetts. La dernière page de la lettre contenait un avertissement qui me glaça le sang. Amanda prévoit de prendre le contrôle de la succession puis de la vendre immédiatement. Elle a déjà été en contact avec des promoteurs immobiliers qui veulent démolir notre maison familiale et construire des condominiums de luxe. Elle a l'intention de prendre l'argent et de disparaître, peut-être dans un autre pays où elle ne pourra pas être extradée pour ses crimes. En assimilant cette information, j'entendais les voix monter au rez-de-chaussée. Amanda devenait plus agressive avec les parents qui montraient la moindre sympathie pour ma situation. Par la porte entr'ouverte du bureau, j'ai surpris des fragments de ses exigences de plus en plus stridentes pour une conformité immédiate. Je l'ai entendu menacer l'oncle Robert. Si tu ne soutiens pas la décision de la famille concernant Cyrus, tu pourrais te retrouver coupé de toute aide financière future lorsque la succession sera réglée. La voix de tante Patricia vacilla en répondant, Amanda, ma chérie, je pense juste que nous devrions lui donner plus de temps pour comprendre ce qui se passe. Le temps, c'est exactement ce que nous n'avons pas, répliqua sèchement Amanda. Chaque jour où Cyrus reste en contrôle de cette succession nous met tous en danger. Son état mental se détériore rapidement, et ses délires sur l'argent deviennent de plus en plus dangereux. La voix de Benjamin Walsh se joignit à la conversation, bien que ses paroles fussent trop basses pour que je les entende clairement. Quoi qu'il ait dit, cela sembla calmer temporairement Amanda, mais je sentais la tension sous-jacente continuer de monter. En regardant par la fenêtre du bureau, j'ai vu plusieurs voitures que je ne reconnaissais pas garées le long de l'allée circulaire. Amanda avait apparemment invité à la réunion de ce soir des personnes qui n'étaient pas réellement des membres de la famille. La présence d'étrangers rendait la situation encore plus orchestrée et menaçante. Le rapport d'enquête comprenait une dernière information qui expliquait tout, Amanda planifiait cette prise d'héritage depuis plus d'1 an. Elle avait fait des recherches sur les précédents juridiques pour contester des testaments sur la base de l'incompétence mentale et elle avait systématiquement construit de fausses preuves pour étayer son cas. La profondeur de sa planification était terrifiante. Elle avait créé de faux dossiers médicaux, falsifié des documents financiers et manipulé les émotions de notre mère avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas une tentative spontanée de voler de l'argent. C'était une campagne soigneusement orchestrée pour détruire ma vie et voler l'héritage de notre famille. En finissant de lire le dernier document, je réalisais que mon grand-père m'avait donné la preuve des crimes d'Amanda. Mais je ne savais toujours pas comment utiliser cette preuve pour l'arrêter. Tout le monde en bas croyait à ces mensonges. Et mes protestations sonneraient exactement comme les symptômes de la maladie mentale qu'elle avait décrit. L'horloge sur le mur du bureau indiquait que j'avais moins de 4 heures avant l'échéance de minuit d'Amanda. J'avais besoin d'alliés,
mais tous ceux en qui j'avais confiance s'étaient déjà retournés contre moi à cause de sa manipulation et de ses fausses preuves. Je savais que je devais affronter Benjamin Walsh directement au sujet de ce que j'avais découvert. Quelque chose dans son comportement pendant la présentation d'Amanda m'avait semblé étrange, et je devais comprendre de quel côté il était vraiment. Je le trouvais seul dans la bibliothèque, soi-disant en train d'examiner des documents juridiques, mais son attention semblait être ailleurs. « Monsieur Walsh », dis-je doucement en fermant la porte de la bibliothèque derrière moi. « J'ai besoin de vous poser des questions très directes sur ce qui se passe ici ce soir. » Il leva les yeux de ses papiers avec ses yeux bleus perçants et étudia mon visage un long moment. « Je me demandais quand vous viendriez me chercher, Cyrus. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons beaucoup à discuter. » Son ton était différent de ce que j'avais entendu pendant la présentation d'Amanda. Il n'y avait ni condescendance ni inquiétude quant à ma supposée santé mentale. Au lieu de cela, il me parla comme à un égal, ce qui fut la première interaction normale que j'eus de toute la soirée. « Avant de commencer, continua-t-il, je dois vous dire quelque chose qui changera votre compréhension de tout ce qui s'est passé ce soir. Mon nom est Benjamin Walsh, mais je ne suis pas l'avocat de votre famille. Je suis un agent spécial du Bureau fédéral d'investigation, division des crimes financiers. » Les mots me frappèrent comme un éclair. Je le fixai, en état de choc complet, incapable de traiter ce qu'il venait de révéler. « Vous êtes du FBI, mais vous êtes notre avocat de famille depuis des mois. Vous vous êtes occupé des arrangements funéraires de mon grand-père. » L'agent Walsh sortit de sa veste une pièce d'identité fédérale officielle. « Votre véritable avocat de famille, Thomas Morrison, est décédé dans un accident de voiture il y a 3 mois. Les circonstances de sa mort ont soulevé des doutes dans notre unité d'enquête sur la fraude. Monsieur Morrison avait posé des questions sur des activités bancaires suspectes liées au compte de votre famille. La révélation que notre véritable avocat était mort me glaça le sang. Vous pensez qu'Amanda l'a tué? Nous ne pouvons pas le prouver pour l'instant, mais le moment était extrêmement opportun pour ses plans. Morrison avait découvert des irrégularités dans la documentation de la succession et s'apprêtait à contacter les autorités fédérales lorsque ses freins ont lâché sur la route 9. L'agent Walsh rangea sa pièce d'identité et se pencha en avant. J'enquête sur votre sœur depuis 18 mois dans le cadre d'une affaire plus large impliquant une fraude à l'héritage visant des familles riches de la Nouvelle-Angleterre. Mon esprit s'emballa pour rattraper ces révélations. Donc, vous savez pour les faux rapports psychiatriques? Vous savez qu'elle ment sur ma santé mentale. Amanda mène des escroqueries sophistiquées à l'héritage à travers le Connecticut, le Massachusetts et le Rhode Island. Elle cible des familles avec des patriarches âgés qui ont des successions substantielles, puis manipule la dynamique familiale pour prendre le contrôle de ses actifs. Il sortit une tablette et me montra des photos de surveillance d'Amanda rencontrant diverses personnes que je ne reconnaissais pas. Elle a des complices dans des institutions bancaires, des établissements médicaux et des cabinets d'avocats qui l'aident à créer une documentation frauduleuse. La photo montrait Amanda dans des restaurants et des bureaux, menant clairement des réunions d'affaires avec des gens qui ressemblaient à des professionnels. Les eurodatages indiquaient que ces réunions avaient lieu depuis plus d'1 an, confirmant que son assaut contre notre famille était planifié bien à l'avance. Le docteur Harrison, le psychiatre qui vous a soi-disant traité, est en fait un médecin suspendu qui crée de faux dossiers médicaux pour $500 par rapport. Nous avons documenté plus de 30 cas où il a fourni des évaluations psychiatriques fabriquées pour les combines d'Amanda. L'agent Walsh me montra des transcriptions d'écoutes téléphoniques qui me retournèrent l'estomac. Je vis les mots de ma sœur en noir sur blanc, discutant de la manière de falsifier la signature de mon grand-père sur les documents de la succession et planifiant des moyens de manipuler la vulnérabilité émotionnelle de notre mère. Amanda a déjà transféré $2 millions de la succession de votre grand-père vers des comptes bancaires offshore aux îles Caïmans et en Suisse. Elle y est parvenue en utilisant de faux documents de procuration et son accès aux informations financières de votre grand-père pendant sa dernière maladie. L'ampleur de son vol était stupéfiante. Elle n'avait pas seulement prévu de voler mon héritage. Elle le volait déjà depuis des mois pendant que mon grand-père se mourait. La cruauté de voler un homme sur son lit de mort tout en prétendant prendre soin de lui révéler un niveau de mal que je n'avais pas imaginé possible. La réunion de ce soir sert plusieurs objectifs pour la phase finale d'Amanda, expliqua l'agent Walsh. Elle a besoin de témoins de votre supposée incompétence mentale pour légitimer sa revendication légale sur les actifs restants. Elle a également besoin de votre signature sur des documents qui lui donneront le contrôle complet des actifs liquides de la succession. Je pensais à tous les parents qui avaient été convaincus par sa performance ce soir. Donc, tout le monde en haut croit vraiment que je suis malade mentalement.
Certains le croient, mais d'autres sont contraints par différentes méthodes. Amanda a recueilli des informations compromettantes sur divers membres de la famille depuis des mois. Elle a des preuves de fraude fiscale, de fraude à l'assurance et d'autres activités illégales qu'elle utilise pour s'assurer de leur conformité à ses plans. L'idée que ma sœur avait systématiquement fait chanter nos propres parents était presque trop horrible pour être crue. Depuis combien de temps êtes-vous au courant du plan de ce soir? Nous surveillons ses communications depuis 3 mois. Nous savions qu'elle prévoyait de passer à l'action finale pendant la réunion de Thanksgiving, mais nous avions besoin qu'elle tente la fraude réelle avant de pouvoir procéder à des arrestations. Les procureurs fédéraux exigent des preuves de crimes commis, pas seulement de complot. L'explication de l'agent Walsh me fit réaliser que j'étais essentiellement un appât dans une enquête du FBI. Donc, vous m'utilisez pour la prendre en flagrant délit? Nous utilisons sa cupidité et son arrogance contre elle. Amanda croit qu'elle contrôle complètement la situation, mais chaque mot qu'elle a prononcé ce soir a été enregistré par du matériel de surveillance fédérale. Sa confession sur les faux rapports médicaux et ses menaces concernant l'internement involontaire constituent de multiples accusations criminelles. Le fait que des agents fédéraux enregistraient tout me rassura un peu, mais j'étais toujours piégé dans un scénario de cauchemar avec ma famille retournée contre moi. Que se passera-t-il si elle découvre que vous n'êtes pas vraiment notre avocat? Elle ne le découvrira pas. Nous avons été très prudents pour maintenir la fiction et l'ego d'Amanda la pousse à croire qu'elle manipule tout le monde autour d'elle. Elle pense que vous êtes mentalement malade et que je ne suis qu'un autre professionnel corrompu qu'elle peut contrôler. L'agent Walsh me montra d'autres preuves de surveillance, notamment des photographies de l'appartement secret d'Amanda et des documents sur ses dépenses somptueuses alors qu'elle prétendait avoir des difficultés financières. Le contraste entre sa personnalité publique et son style de vie privée était frappant. Il y a encore une chose que vous devez savoir, dit l'agent Walsh, sa voix devenant plus sérieuse. Nous avons des preuves suggérant que la mort de votre grand-père n'a peut-être pas été entièrement naturelle. Des tests toxicologiques préliminaires ont détecté des traces d'arsenic dans des échantillons de tissu, mais nous avons besoin de plus de preuves avant de pouvoir engager des poursuites pour meurtre. La suggestion qu'Amanda avait empoisonné notre grand-père me rendit physiquement malade. La femme à l'étage qui manipulait notre famille n'était pas seulement une voleuse. Elle pourrait être une tueuse de sang-froid qui avait assassiné l'homme qui nous avait élevés. L'opération de ce soir nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour arrêter Amanda et démanteler tout son réseau de fraude. Mais j'ai besoin que vous continuiez à jouer votre rôle. Laissez-la croire qu'elle gagne jusqu'à ce que nous soyons prêts à agir. Alors que l'agent Walsh finissait d'expliquer l'enquête fédérale, j'entendis la voix d'Amanda s'élever à l'étage. Elle exigeait des signatures immédiates sur ces documents, et sa patience face à la résistance familiale s'épuisait clairement. L'horloge du mur de la bibliothèque indiquait que nous approchions de l'échéance de minuit d'Amanda. Tout se dirigeait vers une confrontation qui soit exposerait ses crimes, soit détruirait complètement ma vie. Je suis retourné dans la salle à manger avec une nouvelle compréhension de ce qui se passait réellement, mais je devais continuer à agir comme la cible confuse et vulnérable qu'Amanda croyait que j'étais. Elle leva les yeux avec attente alors que je rentrais dans la pièce, espérant clairement que j'étais venu pour céder à ses exigences. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, lui dis-je, essayant de projeter l'incertitude et la défaite. Peut-être que je devrais envisager de signer ces papiers après tout. Les yeux d'Amanda s'illuminèrent d'une satisfaction prédatrice. Je suis si contente que tu sois enfin raisonnable, Cyrus. C'est vraiment pour le mieux pour tout le monde. Mais son moment de triomphe la rendit imprudente. Au lieu d'accepter simplement ma reddition apparente, elle commença à révéler des détails sur ses plans qu'elle aurait dû garder secrets. L'alcool qu'elle avait bu tout au long de la soirée lui déliait la langue, et sa confiance la rendait téméraire. J'ai déjà parlé avec des promoteurs immobiliers de la propriété, annonça-t-elle à la famille rassemblée. Le domaine vaut en fait bien plus que 8,8 millions de dollars si nous le vendons aux bons acheteurs. J'ai eu des discussions préliminaires sur le développement de ce terrain en condominium de luxe. L'oncle Robert parut sincèrement choqué. Amanda, cette maison est dans notre famille depuis 4 générations. Ton grand-père voulait spécifiquement qu'elle soit préservée comme lieu de rassemblement de notre famille. Oncle Robert, nous devons être pragmatiques en matière d'argent dans l'économie d'aujourd'hui, répondit Amanda avec une patience condescendante. L'entretien de cette propriété coûte plus de 200 000 $ par an en impôts, assurances et entretien. Il est beaucoup plus logique financièrement de liquider l'actif et d'investir les produits plus judicieusement. Elle sortit sa tablette et commença à montrer aux parents des plans architecturaux et des projections financières qu'elle avait apparemment commandées des mois plus tôt.
Les documents montraient le domaine familial rasé et remplacé par 24 unités de luxe avec des bénéfices prévus dépassant 15 millions de dollars. J'ai également fait expertiser le domaine par des professionnels indépendants, continua Amanda en produisant d'autres documents. Ces expertises montrent que la propriété ne vaut que 4 millions de dollars en tant que résidence unifamiliale, mais jusqu'à 18 millions de dollars en tant qu'opportunité de développement. Tante Patricia fronça les sourcils en examinant les documents d'expertise. Ces chiffres semblent beaucoup plus bas que ce que ton grand-père nous a toujours dit que le domaine valait. La compréhension financière de grand-père n'était pas toujours exacte dans ces dernières années, répondit Amanda doucement. Les experts que j'ai engagés sont des professionnels certifiés spécialisés dans les marchés immobiliers du Connecticut. J'ai remarqué que les documents d'expertise étaient datés de seulement 2 semaines, ce qui signifiait qu'Amanda avait prévu de vendre la propriété bien avant la prétendue urgence de ce soir concernant ma santé mentale. Elle révélait que toute son histoire sur la protection des intérêts de la famille était un mensonge. Mais l'excès de confiance d'Amanda la conduisit à une révélation encore plus dommageable. Elle ouvrit un autre dossier sur sa tablette et commença à montrer à la famille ce qui semblait être des informations personnelles sur chacun d'eux. Avant de finaliser les décisions de ce soir, je pense que tout le monde devrait comprendre la situation financière complète de notre famille, dit-elle avec un sourire qui me glaça le sang. J'ai mené des recherches pour m'assurer que les intérêts de chacun sont correctement protégés. Elle tourna la tablette vers l'oncle Robert. Par exemple, j'ai découvert que l'oncle Robert a sous-déclaré les revenus de son entreprise de construction à l'IRS pendant plusieurs années. La dette fiscale pourrait être assez substantielle si le gouvernement fédéral décidait de vérifier ces déclarations. Le visage de l'oncle Robert devint blanc. Amanda, comment as-tu obtenu des informations sur les impôts de mon entreprise? J'ai des amis qui travaillent dans diverses capacités professionnelles, répondit-elle vaguement. Tante Patricia, j'ai aussi appris des choses intéressantes sur tes déclarations d'assurance après l'incendie de ta maison il y a 2 ans. Tante Patricia commença à paraître sincèrement effrayée. De quoi parles-tu? Amanda lui montra d'autres documents sur l'écran de la tablette. Les enquêteurs de l'assurance ont manqué certains détails importants sur l'origine de l'incendie. Il serait regrettable que quelqu'un porte ces détails à leur attention maintenant que le sinistre a été réglé. J'ai regardé avec horreur Amanda révéler systématiquement qu'elle avait des informations préjudiciables sur presque tout le monde dans la pièce. Elle avait des preuves des activités de trafic de marijuana de cousin Jake à son université, des documents sur les dons non imposables de ma mère qui dépassaient les exigences de déclaration fédérale, et des photographies montrant divers parents dans des situations compromettantes. Je veux que tout le monde comprenne que je ne menace personne, dit Amanda avec une fausse douceur. J'essaie simplement de m'assurer que notre famille prend des décisions qui protègent les intérêts de tous. Parfois, cela signifie garder certaines informations privées au sein de notre cercle familial. Les parents qui avaient initialement soutenu ces affirmations contre moi semblaient maintenant terrifiés en réalisant qu'elle avait recueilli du matériel de chantage contre tous. La femme qu'ils pensaient essayer de protéger la famille tenait en fait tout le monde en otage avec leurs secrets personnels. Mais la révélation la plus choquante d'Amanda est venue lorsqu'elle leur a montré des séquences vidéo sur sa tablette. J'ai également installé des caméras de sécurité dans toute cette maison pour protéger contre le vol et le vandalisme. Ces caméras ont enregistré des conversations très intéressantes au cours des derniers mois. Elle a diffusé des extraits de parents faisant des commentaires privés sur les finances familiales, les relations personnelles et les affaires commerciales qu'ils n'avaient clairement jamais eu l'intention de partager avec d'autres. Amanda avait secrètement enregistré tout le monde pendant des mois, constituant un arsenal de matériel de chantage à utiliser exactement comme elle l'utilisait ce soir. Jake, tes parents pourraient être intéressés de savoir que tu prévois d'abandonner l'université et de déménager en Californie avec ta petite amie. Patricia, ton mari ne sait pas pour tes dettes de jeu des voyages au casino de Foxwood, n'est-ce pas? Chaque révélation frappait sa cible comme une frappe de précision. Amanda avait étudié les vulnérabilités de chacun et recueilli exactement les informations dont elle avait besoin pour contrôler leur comportement. Elle ne volait pas seulement de l'argent, elle détruisait la confiance de la famille les uns envers les autres. Ma mère était assise dans un silence stupéfait en réalisant à quel point Amanda avait manipulé non seulement ses émotions, mais aussi les secrets et les peurs de tout le monde. La fille qu'elle pensait protéger la famille tenait en fait tout le monde prisonnier avec leurs propres informations privées. J'ai besoin de signatures sur ces documents de transfert ce soir, déclara Amanda, revenant à sa demande initiale. Quiconque choisit de ne pas soutenir cette décision pourrait constater que ces informations personnelles deviennent moins privées qu'il ne le souhaiterait. La pièce s'emplit d'un terrible silence alors que tout le monde digérait ce qu'Amanda leur disait vraiment.
Elle avait transformé leur réunion de famille en une prise d'otage où la conformité était assurée par le chantage et l'intimidation. L'agent Walsh était assis tranquillement, observant la confession d'Amanda à de multiples crimes fédéraux, notamment l'extorsion, le chantage, la violation de la vie privée et le complot. Chaque mot qu'elle prononçait était enregistré par du matériel de surveillance fédérale, donnant aux procureurs tout ce dont ils avaient besoin pour une affaire pénale complète. Mais Amanda n'avait pas fini. Elle me regarda directement avec un calcul froid. « Cyrus, tu as exactement 30 minutes pour signer ces papiers avant que je contacte le docteur Harrison au sujet des procédures d'internement psychiatrique d'urgence. Après minuit, ta coopération devient sans importance car tu seras dans un établissement sécurisé en train de suivre un traitement pour ta crise de santé mentale. » Le compte à rebours jusqu'à minuit ressemblait à la minuterie d'une bombe qui s'apprêtait à exploser et à détruire tout ce qui m'était cher. Amanda avait coincé non seulement moi, mais toute notre famille, utilisant leurs secrets et leurs peurs comme des armes pour assurer leur silence et leur conformité. Le piège était tendu, mais je ne savais toujours pas quand ni comment l'agent Walsh prévoyait de le déclencher. Tout ce que je pouvais faire était de continuer à jouer mon rôle et d'espérer que la justice fédérale arriverait avant que l'échéance d'Amanda ne détruise ma vie pour toujours. J'ai regardé les visages effrayés des membres de ma famille et j'ai réalisé que c'était le moment vers lequel tout avait convergé. Amanda pensait détenir toutes les cartes, mais elle n'avait aucune idée que tout son plan était construit sur une fondation qui s'était déjà effondrée. Me levant lentement, je me suis adressé à la pièce avec une confiance calme qui m'a surpris moi-même. Amanda, avant de signer quoi que ce soit, je pense que notre famille mérite de connaître toute la vérité sur ce qui se passe ici. Elle parut agacée, mais pas particulièrement inquiète. Cyrus, nous n'avons pas le temps pour tes divagations confuses. Tu dois te concentrer sur la réalité de ta situation. La réalité, c'est que tout ce que tu as raconté à notre famille ce soir est basé sur un malentendu fondamental, dis-je en sortant les documents que j'avais trouvés dans le coffre-fort de mon grand-père. Tu vois, notre grand-père a anticipé exactement ce que tu essaierais de faire, et il a pris des mesures légales pour nous protéger tous de tes manigances. L'expression confiante d'Amanda vacilla légèrement. De quoi parles-tu ? J'ai brandi la documentation officielle de la fiducie que mon grand-père avait déposée auprès des autorités fédérales et étatiques des mois avant sa mort. Le domaine de 8,8 millions de dollars que tu essaies de réclamer n'appartient en fait plus à aucun membre de la famille. Grand-père a transféré l'ensemble du domaine dans une fiducie familiale irrévocable dont je suis le seul fiduciaire. La pièce éclata en murmures confus alors que les parents essayaient de comprendre ce que cela signifiait. Amanda m'arracha les documents des mains et les parcourut frénétiquement, son visage pâlissant à chaque page. « C'est impossible, dit-elle, sa voix s'élevant. Ces documents sont des faux. Tu les as falsifiés pour essayer d'échapper à la signature des papiers de transfert. La fiducie a été établie par le cabinet d'avocats Morrison Chain & Associates à Hartford, continuai-je calmement. Toute la documentation a été déposée auprès du bureau du secrétaire d'État du Connecticut, de l'Internal Revenue Service et du système judiciaire fédéral. Vous pouvez vérifier l'authenticité de ces documents auprès de n'importe laquelle de ces agences. » L'agent Walsh prit la parole pour la première fois en plus d'une heure. « Je peux confirmer que ces documents de fiducie sont entièrement légitimes et juridiquement contraignants. Le transfert de la succession a été correctement exécuté conformément à la loi de l'État du Connecticut et aux réglementations fiscales fédérales. » Amanda fixa les papiers de la fiducie comme si elle pouvait les faire disparaître par la seule force de sa volonté. Mais cela signifie que toutes mes recherches juridiques, toutes les évaluations psychiatriques, tous les documents de transfert que j'ai préparés sont complètement sans valeur. C'est exactement ce que cela signifie, dis-je. Tu ne peux pas invoquer l'incompétence mentale contre moi pour prendre le contrôle d'une propriété qui ne m'appartient pas en premier lieu. La fiducie possède le domaine, et la fiducie a des dispositions très spécifiques sur son fonctionnement. J'ai montré à la famille les sections pertinentes de la documentation de la fiducie. Grand-père a inclus un langage spécifique empêchant tout membre de la famille d'utiliser des allégations de santé mentale pour modifier la gestion de la fiducie. Il a également créé des protections pour tous les membres de la famille contre la responsabilité financière et a prévu un financement pour la défense juridique si quelqu'un tente de contester la structure de la fiducie. L'oncle Robert leva les yeux des documents avec un soulagement évident. Cela signifie que les menaces d'Amanda concernant les contrôles fiscaux et les enquêtes d'assurance n'ont aucun pouvoir sur les actifs de la fiducie. La fiducie a des dispositions pour protéger les bénéficiaires contre exactement le genre de chantage et d'extorsion qu'Amanda a utilisé ce soir, expliquai-je.
Tout le monde dans cette pièce est protégé par la structure juridique de la fiducie contre les représailles basées sur des informations personnelles. La tablette d'Amanda, qui avait été son arme de chantage quelques minutes plus tôt, ne semblait plus être qu'un jouet coûteux. Les secrets qu'elle avait recueillis ne pouvaient pas être utilisés pour contrôler des personnes protégées par une fiducie juridique en béton. Mais les documents de la fiducie révélaient des informations encore plus dévastatrices sur les activités criminelles d'Amanda. Mon grand-père avait inclus des annexes détaillées documentant son détournement de fonds sur ses comptes, son rôle dans la faillite de l'entreprise de notre père et sa manipulation de divers membres de la famille au fil des ans. Grand-père a passé des mois à recueillir des preuves de tes crimes, Amanda, dis-je, montrant à la famille des photographies et des dossiers financiers qui prouvaient son vol. Il savait que tu le volais et il savait que tu prévoyais de nous voler tous après sa mort. Ma mère fixa les documents montrant les comptes bancaires secrets d'Amanda et ses dépenses de luxe alors qu'elle prétendait être pauvre et demandait de l'aide financière. Amanda, tu m'as dit que tu ne pouvais pas te permettre de contribuer aux soins de ta grand-mère en maison de retraite. Mère, je peux tout expliquer, dit désespérément Amanda. Mais son explication sonnait creux face aux preuves photographiques de sa tromperie. Les documents de la fiducie comprenaient également des copies de toutes les preuves que mon grand-père avait recueillies sur le réseau criminel d'Amanda. Les faux rapports médicaux, les documents financiers falsifiés et le matériel de chantage étaient tous documentés et conservés comme preuve de sa fraude systématique. L'agent Walsh se leva et s'adressa officiellement à la pièce. L'enquête fédérale sur les activités d'Amanda est en cours depuis 18 mois. Les événements de ce soir nous ont fourni des preuves suffisantes pour engager des poursuites fédérales complètes contre elle et ses complices. Amanda regarda autour de la pièce, cherchant désespérément un quelconque levier ou sympathie restant. Vous faites tous une terrible erreur. J'essayais de protéger cette famille de la maladie mentale et de l'irresponsabilité financière de Cyrus. La seule maladie mentale dans cette pièce est ta volonté sociopathe de détruire ta propre famille pour de l'argent, répondis-je. La fiducie protège tout le monde ici de ta manipulation, et les forces de l'ordre fédéral protégeront la société de tes activités criminelles. Ma mère comprit enfin toute l'ampleur de la manipulation de son chagrin et de sa peur par Amanda. Elle se leva et s'approcha de moi, les larmes coulant sur son visage. Cyrus, je suis si profondément désolé d'avoir cru à ces mensonges et de t'avoir frappé ce soir. Je ne sais pas comment je pourrai jamais réparer ça. Tu étais en deuil et vulnérable, et Amanda en a profité, dis-je en serrant ma mère dans mes bras pour la première fois depuis des mois. Ce qui compte maintenant, c'est que notre famille puisse guérir des dommages qu'elle a causés. Les parents qui avaient été terrifiés par les menaces de chantage d'Amanda la regardaient maintenant avec un mélange de dégoût et de pitié. La femme qu'ils avaient crainte se révélait n'être rien de plus qu'une criminelle qui avait abusé de leur amour et de leur loyauté. Amanda fit une dernière tentative désespérée pour sauver sa position. Je contesterai cette fiducie en justice. Je prouverai que grand-père était mentalement incompétent lorsqu'il a signé ces documents. L'agent Walsh sourit d'un air sombre. Vous aurez du mal à contester des documents légaux depuis une cellule de prison fédérale. Et la fiducie comprend des dispositions spécifiques exigeant que quiconque la conteste paie tous les frais de justice pour la défense réussie. Le piège s'était enfin refermé sur Amanda, mais elle avait encore un secret dévastateur que personne d'entre nous n'était prêt à entendre. L'agent Walsh se leva et parla dans ce que je réalisais maintenant être un microphone dissimulé. Contrôle, ici l'agent Walsh. Nous avons des preuves suffisantes pour une arrestation. Intervenez maintenant. En quelques secondes, la salle à manger se remplit d'agents fédéraux en équipement tactique du FBI. Ils avaient été positionnés autour de la propriété toute la soirée, attendant que la confession d'Amanda soit complète avant d'agir. La coordination était si fluide qu'Amanda eut à peine le temps de réagir avant d'être encerclée. Amanda Chen, dit formellement l'agent Walsh en sortant des menottes et un mandat d'arrêt fédéral. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, blanchiment d'argent, extorsion, chantage, usurpation d'identité et violation des réglementations bancaires fédérales. Alors que les agents commençaient à lire à Amanda ses droits constitutionnels, quelque chose en elle sembla se briser complètement. Au lieu de la peur ou du remords que j'aurais pu attendre, elle se mit à rire d'une manière qui me fit froid dans le dos. Ce n'était pas le rire de quelqu'un qui trouvait quelque chose de drôle. C'était le rire de quelqu'un dont l'emprise sur la raison s'était finalement rompue. Vous vous croyez si malin, n'est-ce pas ? Dit-elle en me regardant directement avec des yeux qui semblaient brûler de haine. Vous pensez avoir gagné quelque chose d'important ici ce soir ? L'agent Walsh tenta de poursuivre la procédure d'arrestation, mais Amanda continua de parler avec une énergie frénétique. Avant que vous ne m'emmeniez,
Laissez-moi faire un dernier cadeau à cette famille. Laissez-moi vous parler des dernières semaines de la vie de notre cher et tendre grand-père. Un frisson me parcourut l'échine en réalisant ce qu'elle était sur le point de révéler. L'agent Walsh avait mentionné des soupçons sur la mort de mon grand-père, mais je n'avais pas voulu croire qu'Amanda puisse être capable d'un meurtre réel. Grand-père n'est pas mort paisiblement dans son sommeil comme tout le monde le pense, annonça Amanda avec une satisfaction horrifiante. Il est mort parce que je voulais qu'il meure et je me suis assuré que cela se produise exactement quand j'en avais besoin. Ma mère halta et se laissa retomber sur sa chaise. L'agent fédéral arrêta de bouger et se concentra intensément sur la confession spontanée d'Amanda à ce qui allait clairement être un meurtre. J'ai fait des recherches sur des poisons intraçables sur Internet pendant des mois avant de trouver la solution parfaite, continua Amanda, sa voix devenant plus excitée à mesure qu'elle décrivait son crime. L'arsenic est merveilleusement subtil lorsqu'il est administré à petite dose sur plusieurs semaines. Les symptômes ressemblent exactement au vieillissement naturel et à une défaillance d'organes. L'agent Walsh activa un appareil d'enregistrement portable pour capturer la confession d'Amanda en plus de l'équipement de surveillance qui fonctionnait toute la soirée. Amanda Chen, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Mais Amanda se moquait bien des avertissements légaux. Le frisson de révéler enfin son contrôle total sur le destin de notre famille était trop enivrant pour qu'elle s'arrête. Je glissais de petites quantités d'arsenic dans son café chaque matin lorsque je lui rendais visite pour l'aider à prendre soin de lui pendant sa dernière maladie. Les infirmières visiteuses pensaient que j'étais une petite fille si dévouée. La manière désinvolte dont elle décrivait l'empoisonnement de notre grand-père rendit plusieurs parents physiquement malades. L'oncle Robert se précipita aux toilettes et tante Patricia se mit à sangloter de manière incontrôlable. Le meilleur, c'était de le voir décliner pendant que tout le monde me louait pour être si attentionné et solidaire, continua Amanda avec une joie démoniaque. Je m'asseyais à son chevet, lui tenant la main, pendant que le poison que je lui avais donné paralysait lentement ses reins et son foie. L'agent Walsh tenta à nouveau de l'empêcher de s'incriminer davantage, mais Amanda était déterminée à révéler toute l'étendue de son mal. J'ai aussi eu de l'aide de quelqu'un à l'hôpital de Hartford qui s'est assuré que ses dossiers médicaux indiquent des causes de décès naturels au lieu de symptômes d'empoisonnement. Cette révélation signifiait qu'Amanda avait des complices dans le système médical qui l'avaient aidé à couvrir un meurtre. L'enquête fédérale était apparemment beaucoup plus vaste que je ne l'avais réalisé, impliquant une corruption dans plusieurs institutions. Quand grand-père a commencé à poser trop de questions sur l'argent manquant sur ses comptes, j'ai su que je devais accélérer son calendrier de décès, expliqua Amanda avec un détachement scientifique. J'ai augmenté ses doses d'arsenic et je me suis assuré qu'il meure avant qu'il ne puisse contacter des avocats ou des enquêteurs. L'aveu qu'elle l'avait assassiné spécifiquement pour l'empêcher de dénoncer son vol était dévastateur. Amanda n'avait pas seulement tué notre grand-père. Elle l'avait torturé avec du poison pendant qu'il essayait de protéger notre famille de ses crimes. L'agent Walsh réussit enfin à interrompre sa confession. Amanda Chen, vous êtes également en état d'arrestation pour le meurtre au premier degré de Harold Chen. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens de vous en payer un avocat vous sera commis d'office. Mais Amanda se contenta de rire plus fort. Vous ne pourrez jamais prouver le meurtre à moins d'exhumer son corps et de tester l'arsenic. Et même si vous trouvez du poison, vous ne pourrez jamais prouver que c'est moi qui l'ai administré. Nous avons exhumé la dépouille de votre grand-père il y a 3 semaines, répondit calmement l'agent Walsh. Les résultats toxicologiques ont confirmé des niveaux létaux d'arsenic dans ces échantillons de tissu. Votre confession de ce soir fournit la preuve finale dont nous avions besoin pour prouver que vous étiez la source de ce poison. Pour la première fois de la soirée, Amanda parut sincèrement choquée. Elle n'avait aucune idée que les enquêteurs fédéraux avaient déjà rassemblé des preuves physiques de son meurtre. Sa confession confiante venait de sceller son sort pour un crime qu'elle pensait avoir commis en toute impunité. Les agents fédéraux passèrent les menottes à Amanda et commencèrent à l'escorter vers la porte d'entrée, mais elle n'avait pas fini d'essayer de blesser notre famille. Alors qu'ils la faisaient passer devant la chaise de ma mère, elle se pencha et murmura quelque chose qui fit crier ma mère d'angoisse. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demandai-je en me précipitant pour réconforter ma mère. À travers ses larmes, ma mère réussit à répéter la dernière cruauté d'Amanda. Elle a dit que la crise cardiaque de notre père n'était que le début et qu'elle avait l'intention de m'empoisonner ensuite si je ne coopérais pas avec ses plans d'héritage. La suggestion qu'Amanda avait prévu de tuer également notre mère était la preuve finale que nous n'avions pas affaire à une criminelle désespérée, mais à une sociopathe calculatrice qui considérait les membres de sa famille comme des obstacles à éliminer.
Alors que les agents fédéraux chargeaient Amanda dans leur véhicule, elle continuait de crier des menaces et des accusations à tous ceux qui n'avaient pas soutenu ses plans. Sa rupture complète avec la réalité montrait clairement qu'elle n'était pas seulement une criminelle, mais quelqu'un dont l'état mental s'était détérioré au-delà de toute possibilité de rédemption. L'agent Walsh s'approcha de moi alors que les autres agents finissaient de sécuriser la scène de crime. Je veux que vous sachiez que la confession d'Amanda ce soir entraînera des accusations fédérales qui pourraient inclure la peine de mort. Êtes-vous prêt à ce que cela pourrait signifier pour votre famille? En regardant mes parents qui étaient encore en train de digérer l'horreur de ce dont ils avaient été témoins, je réalisais que l'arrestation d'Amanda n'était que le début d'un long processus de guérison pour nous tous. Elle a fait ses choix, dis-je enfin. Maintenant, elle doit faire face aux conséquences de ses choix. Notre famille doit se concentrer sur la guérison des dommages qu'elle a causés, pas sur la protection de quelqu'un qui était prêt à nous tuer pour de l'argent. La femme qui avait été ma sœur avait disparu, remplacée par un monstre qui avait assassiné notre grand-père et projeté de tuer notre mère. La justice était arrivée, mais le coût émotionnel de cette justice allait prendre des années à notre famille pour le comprendre pleinement. 6 mois plus tard, je me tenais dans la même salle à manger où Amanda avait tenté de détruire notre famille. Mais tout semblait complètement différent maintenant. L'atmosphère lourde de peur et de manipulation avait été remplacée par quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, une paix et une sécurité authentiques. Le procès fédéral s'était terminé il y a 3 semaines, Amanda ayant été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les preuves contre elle étaient accablantes, et sa propre confession filmée avait rendu le dossier de l'accusation inattaquable. Elle passerait le reste de sa vie dans une prison fédérale, ce qui signifiait que notre famille pouvait enfin commencer à guérir sans craindre son retour. Ma mère avait suivi une thérapie intensive pour surmonter non seulement son deuil après la perte de mon grand-père, mais aussi le traumatisme de réaliser à quel point Amanda avait complètement manipulé ses émotions et son jugement. La culpabilité qu'elle ressentait pour m'avoir frappé ce soir-là lors de la réunion la rongeait. Mais notre relation s'était renforcée grâce à une communication honnête sur ce que nous avions tous deux vécu. Je me demande sans cesse comment j'ai pu être si aveugle à ce qu'elle faisait vraiment, dit ma mère alors que nous étions assis ensemble dans le bureau où j'avais découvert pour la première fois les preuves cachées de mon grand-père. Les signes étaient tous là, mais j'avais tellement peur d'être seul que je l'ai laissé me convaincre que le problème, c'était toi. Amanda était une manipulatrice de génie qui pratiquait ces techniques depuis des années, répondis-je en tenant la main de ma mère. Elle a étudié tes vulnérabilités et les a utilisées contre toi avec une précision chirurgicale. Ce qui compte maintenant, c'est que nous sommes tous les deux libérés de son influence et que nous pouvons construire une relation honnête à l'avenir. La fiducie familiale avait fonctionné exactement comme mon grand-père l'avait prévu. Au lieu de créer des conflits d'héritage, elle avait apporté sécurité et protection à tous ceux qui avaient été ciblés par les manigances d'Amanda. L'oncle Robert avait pu résoudre ses problèmes fiscaux sans craindre la ruine financière, et tante Patricia avait reçu un soutien pour régler ses dettes de jeu par des moyens légitimes plutôt que par la fraude à l'assurance. Le cousin Jake avait utilisé les fonds de la fiducie pour suivre un traitement de désintoxication et travaillait maintenant comme apprenti électricien tout en terminant ses études universitaires en ligne. Le jeune homme qui avait vendu de la marijuana et se dirigeait vers de graves ennuis judiciaires construisait une carrière légitime avec le soutien et les conseils de membres de la famille qui se souciaient sincèrement de sa réussite. La fiducie nous avait également permis de créer la fondation Harold Chen pour la prévention de la maltraitance des personnes âgées, qui fournissait des ressources et un soutien aux familles confrontées à l'exploitation financière de parents âgés. L'héritage de mon grand-père aidait maintenant d'autres familles à éviter le genre de manipulation et de vol qu'Amanda nous avait infligé. Les enregistrements secrets et l'équipement de surveillance qu'Amanda avait installé dans toute la maison avaient été complètement retirés par les enquêteurs fédéraux. Nos réunions de famille étaient de nouveau privées, basées sur la confiance et l'affection sincère plutôt que sur la peur d'être exposé et le chantage. Mais le changement le plus important était peut-être la qualité de nos relations familiales. Sans la manipulation constante et l'influence empoisonnée d'Amanda, les parents qui s'étaient retournés les uns contre les autres redécouvraient leur lien naturel d'amour et de soutien. L'oncle Robert et moi avions développé une relation de travail étroite, gérant les activités caritatives de la fiducie, et tante Patricia était devenue l'un des soutiens émotionnels les plus proches de ma mère. Le domaine lui-même avait été restauré dans son but initial de lieu de rassemblement pour les célébrations familiales et les conversations importantes. Au lieu d'être démoli pour des condominiums de luxe, il servait plusieurs générations de parents qui comprenaient sa valeur comme quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré en dollars. L'agent Walsh, dont j'ai appris que le vrai nom était l'agent spécial Benjamin Torres, était devenu un ami inattendu pendant les mois de procédure judiciaire.
Son explication patiente des procédures d'enquête fédérale avait aidé notre famille à comprendre à quel point le réseau criminel d'Amanda était étendu. L'arrestation de votre sœur a conduit à des poursuites dans cet état, expliqua-t-il lors de l'une de nos conversations. Elle avait des complices dans des banques, des établissements médicaux, des cabinets d'avocats et des compagnies d'assurance. Le groupe de travail fédéral a démantelé tout un réseau d'opérations de fraude à l'héritage qui volait des familles dans toute la Nouvelle-Angleterre. Le fait que les crimes d'Amanda s'étendaient bien au-delà de notre famille était à la fois horrifiant et quelque peu réconfortant. Nous n'étions pas les seules personnes à avoir été dupées par ces manipulations, et notre expérience aidait à protéger d'autres familles contre une victimisation similaire. Le docteur Harrison, le médecin corrompu qui avait créé de faux rapports psychiatriques, a été condamné à 10 ans de prison fédérale et a perdu définitivement sa licence médicale. La fausse clinique médicale où Amanda m'avait soi-disant traité a été fermée et plusieurs autres médecins impliqués dans le réseau de fraude ont été poursuivis pour leur rôle dans la création de faux dossiers médicaux. Les promoteurs immobiliers qui avaient prévu d'acheter notre domaine familial pour un développement de luxe ont fait l'objet d'une enquête pour leur lien avec les combines d'Amanda. Bien qu'ils n'aient pas été accusés d'activités criminelles, leurs pratiques commerciales ont fait l'objet d'un examen fédéral qui a finalement conduit à des révélations sur d'autres projets de développement douteux. Ma mère et moi avions établi de nouvelles traditions pour les réunions de famille qui mettaient l'accent sur la communication honnête et le soutien mutuel. Au lieu de dîners formels où les gens se sentaient obligés de présenter des façades parfaites, nous organisions des activités décontractées où les parents pouvaient partager leurs pensées et leurs préoccupations sincères sans crainte de jugement ou de manipulation. J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement une question de lien de sang, a réfléchi ma mère lors de notre dernière réunion. C'est une question de personnes qui choisissent de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et de célébrer les succès des autres sans arrière-pensée. La structure de la fiducie m'avait donné une responsabilité importante dans la gestion des ressources familiales, mais elle avait également fourni des directives claires sur la manière dont ces ressources devaient être utilisées pour le bien de tous. Au lieu de créer du ressentiment au sujet d'un héritage inégal, la fiducie était devenue une source de sécurité et d'opportunités pour toute la famille élargie. En regardant autour de la salle à manger où Amanda avait tenté de détruire tout ce que notre grand-père avait construit, j'ai ressenti une profonde gratitude pour sa sagesse et sa prévoyance. Il avait compris la vraie nature d'Amanda bien avant tout le monde. Et sa planification minutieuse avait sauvé non seulement notre sécurité financière, mais aussi nos relations familiales. La leçon la plus importante que j'ai apprise de toute cette épreuve est que la véritable force vient de la protection des autres plutôt que de leur exploitation. Amanda avait recherché le pouvoir par la manipulation, le vol et même le meurtre. Mais ce chemin l'avait finalement conduite à la destruction complète de tout ce qu'elle prétendait valoriser. L'approche de mon grand-père avait été complètement différente. Il avait utilisé ses ressources et son influence pour créer la sécurité et des opportunités pour plusieurs générations de membres de la famille. Son héritage ne se mesurait pas en dollars, mais dans l'amour et la confiance qui continuaient de grandir entre les personnes qui lui étaient chères. Le soleil du soir se couchait à travers les fenêtres de la salle à manger alors que je finissais de réfléchir à combien notre famille avait changé et grandi au cours des derniers mois. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, mais nous les affronterions ensemble, en tant que personnes qui avaient appris à valoriser l'honnêteté, la loyauté et un soin sincère pour le bien-être de chacun. J'ai réalisé que le plus grand cadeau de mon grand-père à notre famille n'était pas l'argent qu'il nous avait laissé, mais l'exemple qu'il avait donné en utilisant ses ressources pour construire quelque chose de durable et de significatif. La fiducie qu'il avait créée ne concernait pas seulement les actifs financiers. Il s'agissait de créer la confiance entre des personnes qui choisissaient de se soutenir mutuellement quelles que soient les difficultés que la vie pourrait apporter. En éteignant les lumières de la salle à manger et en montant à l'étage, je me sentais confiant que notre famille continuerait de devenir plus forte et plus unie chaque année. La tentative d'Amanda de nous détruire avait finalement révélé la profondeur de l'amour et de la loyauté qui nous liaient les uns aux autres. L'héritage qu'elle avait tenté de voler n'a jamais vraiment été une question d'argent. Il s'agissait d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et de savoir que nous avions le soutien de personnes qui se souciaient sincèrement de notre bonheur et de notre succès. C'était un héritage qu'aucun criminel ne pourrait jamais nous enlever. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue a trahi cette confiance pour un gain personnel? Comment avez-vous reconstruit votre capacité à faire confiance aux autres après avoir découvert que les véritables motivations de quelqu'un étaient si différentes de ce qu'il prétendait? J'aimerais entendre parler de vos expériences avec la dynamique familiale et de la façon dont vous avez travaillé pour maintenir des relations saines malgré les défis et les conflits.
Merci de m'avoir rejoint à travers cette histoire difficile mais finalement pleine d'espoir sur la façon dont les familles peuvent survivre même aux trahisons les plus dévastatrices lorsqu'elles choisissent de se soutenir mutuellement avec honnêteté et amour sincère. J'espère que le partage de mon expérience aidera d'autres personnes à reconnaître les signes avant-coureurs de la manipulation et à comprendre l'importance de protéger les membres vulnérables de la famille contre ceux qui exploiteraient leur confiance. Veuillez aimer cette vidéo si elle a résonné avec vos propres expériences. Abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur la dynamique familiale et la croissance personnelle. Partagez-la avec toute personne qui pourrait bénéficier de comprendre comment la confiance peut être reconstruite après une trahison et commentez ci-dessous avec vos réflexions sur le maintien de limites saines avec les membres de la famille qui n'ont peut-être pas vos meilleurs intérêts à cœur. Rappelez-vous que peu importe à quel point les choses peuvent paraître sombres lorsque vous êtes confronté à une trahison familiale, il y a toujours des personnes et des ressources disponibles pour vous aider à vous protéger et à reconstruire des relations plus fortes basées sur le respect mutuel et un soin sincère.